Mon frère a hurlé, tu es privé de sortie jusqu'à ce que tu lui cèdes ton travail. Mes parents ont ri. J'ai dit, d'accord. Le lendemain, ma chambre était vide. L'avocat s'est précipité en tremblant, monsieur, elle a gelé les avoirs. Vous n'avez plus rien. Je m'appelle Solène. J'ai 27 ans et je n'oublierai jamais l'odeur de ce vendredi soir. C'était un mélange lourd et entêtant de bougies en cire d'abeilles coûteuses, de canards rôtis, et de l'humidité pesante d'une soirée à Neuilly-sur-Seine qui s'infiltrait à travers les vieux cadres de fenêtres. C'était l'odeur de l'argent. Plus précisément, c'était l'odeur de mon argent qui se consumait pour maintenir une illusion qui aurait dû mourir il y a 8 ans. Nous étions assis à la longue table de salle à manger en acajou, un meuble qui coûtait plus cher que ma première voiture. Mon père, Henri, était assis en bout de table, faisant tournoyer un verre de vin rouge qui se vendait 200 € la bouteille. Il avait tout du patriarche parisien distingué avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son costume en lin impeccable et blanc. À sa droite se trouvait ma mère, Isabelle, affichant ce sourire vide et étudié qu'elle utilisait chaque fois que la conversation portait sur des choses qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle savait être chères. Et puis, il y avait les vedettes du spectacle. Mon frère aîné Bastien, 31 ans, rayonnant de la confiance imméritée d'un homme qui n'a jamais fait face à une véritable conséquence dans sa vie. À côté de lui était assise Tiffany, ma belle-sœur de 26 ans. Elle était radieuse, littéralement, grâce à un soin du visage qu'elle avait facturé sur le compte familial plus tôt dans la journée, coûtant 400 €. Elle tapotait sur son téléphone, ignorant le repas, publiant sans aucun doute une photo de la table dressée à ses milliers d'abonnés avec une légende sur les vies bénies et les traditions familiales. J'étais assise à l'autre bout de la table, à la place habituellement réservée aux invités ou aux enfants. Je n'étais ni l'un ni l'autre, et pourtant j'étais les deux. J'étais le moteur silencieux qui maintenait ce navire à flot, la mécanicienne invisible dans la graisse et la crasse pendant qu'il dansait sur le pont. Je venais de conclure une affaire cet après-midi-là, d'une valeur de 7 chiffres pour ma société, Aegis Dynamique. Mais personne ici ne le savait. Pour eux, j'étais juste Solène, la fille silencieuse qui avait un ennuyeux travail de support informatique à distance et qui aidait à réparer le Wi-Fi quand il tombait en panne. Ce canard est sec, lança Bastien, rompant le silence. Il ne regarda pas maman. Il jeta simplement sa fourchette sur la porcelaine avec un cliquetis. As-tu utilisé le nouveau four à convection que je t'ai dit d'acheter? Celui avec l'injection de vapeur? Maman tressaillit, son sourire vacillant une fraction de seconde. J'ai essayé, chérie, les réglages sont si compliqués. Je pensais avoir suivi le manuel. Ce n'est pas compliqué, maman, soupira Bastien en levant les yeux au ciel vers Tiffany, qui ne leva pas les yeux de son écran. C'est juste de la technologie. Solène, tu dois revoir les réglages avec elle. C'est embarrassant d'avoir un four à 10 000 € et de ne même pas pouvoir en tirer un rôti décent. Je levai les yeux de mon assiette. Je n'avais pas encore pris une bouchée. Je peux y jeter un œil plus tard, dis-je à voix basse. Mais le manuel est aussi disponible en ligne si tu veux vérifier, Bastien. Bastien ricana. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Le support technique. Papa eut un petit rire. Un son grave et ronronnant qui me faisait sentir en sécurité quand j'étais enfant. Maintenant, il sonnait juste comme un compromis. Allons, allons fils, laisse Solène manger. Elle a eu une longue semaine à réparer ce qu'elle répare. Des imprimantes, des serveurs, corrigez-je automatiquement, bien que je sache que cela n'avait pas d'importance. Je gère des protocoles de sécurité réseau. C'est ça, c'est ça. Des ordinateurs, dit papa en agitant la main d'un air dédaigneux. Quoi qu'il en soit, Bastien, parle-nous de la levée de fonds. Comment vont les investisseurs? Bastien se redressa, bombant le torse. C'était son sujet préféré, lui-même. C'est dans la poche, papa. Nous prévoyons de clôturer la série à la semaine prochaine. Une valorisation post-money de 90 millions €, ça va crever le plafond. Nous allons être les prochaines licornes du monde de la cybersécurité. Je pris une gorgée d'eau pour cacher ma grimace. Je connaissais sa start-up. Je connaissais son produit. Et je savais pertinemment que sans le module de chiffrement que j'avais secrètement écrit pour lui il y a 1 an, son pare-feu révolutionnaire à base d'IA n'était rien de plus qu'une jolie interface utilisateur enrobant un code open source basique. C'est merveilleux, chérie, maman frappa dans ses mains.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut regarder à nouveau cette résidence secondaire à Courchevel? Celle avec l'allée chauffante? Absolument, sourit Bastien. En fait, Tiffany a déjà commencé à choisir les meubles. Tiffany leva enfin les yeux, ses yeux brillants de convoitise. Oh, ça va être magnifique. J'ai trouvé cette décoratrice d'intérieur de Saint-Tropez. Elle est chère, mais il faut dépenser de l'argent pour avoir l'air riche, n'est-ce pas, Solène? Elle me lança un sourire narquois. Tu devrais lui demander des conseils. Ce sweat à capuche que tu portes est une tragédie. Je baissai les yeux sur mon simple sweat à capuche gris. Il était en cachemire et coûtait 600 €, mais il n'avait pas un logo géant dessus. Donc pour Tiffany, c'était de la camelote. Je suis à l'aise, dis-je simplement. Le confort, c'est pour les gens qui ont baissé les bras, déclara Tiffany en se retournant vers son téléphone. L'air dans la pièce semblait lourd, pesant sur ma poitrine. J'avais passé 8 ans à payer pour cette maison, ce vin, ce four et ces téléphones. J'avais passé 8 ans à être le filet de sécurité sur lequel ils marchaient tous. Je me disais que c'était pour la famille. Je me disais que c'était parce que je les aimais. Mais ce soir, en écoutant Bastien se vanter d'un argent qu'il n'avait pas gagné, et en voyant papa boire un vin qu'il n'avait pas acheté, quelque chose en moi se sentit fragile, comme un fil trop tendu, prêt à casser. Le dessert était un coulis de framboises que maman avait acheté dans une pâtisserie de l'autre côté de la ville parce que Tiffany avait mentionné en avoir envie 3 jours plus tôt. Pendant que nous mangions, l'atmosphère changea. Bastien cessa de se vanter et commença à paraître nerveux. Il jetait des regards à Tiffany, qui lui fit un subtil signe de tête. Alors Bastien commença à s'éclaircir la gorge. Il y a une petite chose que nous devons régler avant la soirée de clôture la semaine prochaine. Juste un peu de paperasse. Je sentis un picotement d'avertissement dans ma nuque. Quel genre de paperasse, demandai-je. Bastien attrapa un porte-document en cuir sous la table. Il le fit glisser sur la nappe blanche vers moi. Il s'arrêta juste à côté de mon verre d'eau. Juste quelques papiers techniques, Solène. Les investisseurs sont super pointilleux sur la due diligence. Tu sais comment sont les avocats. Ils veulent une chaîne de titularité claire pour chaque ligne de code dans la pile. Je ne touchais pas encore le dossier. Je pensais que tu avais dit que ton équipe avait écrit le code, Bastien. C'est le cas. Absolument, dit-il trop vite. Mais tu te souviens de ce week-end l'année dernière où tu m'as aidé avec le module de chiffrement, le noyau central? Comme tu y as touché, les avocats veulent une signature de ta part renonçant à toute revendication. C'est une procédure standard, une renonciation de consultant. Tiffany intervint, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. C'est juste une formalité, Solène, signe pour que ton frère puisse obtenir son financement. Ne sois pas difficile. J'ouvris le dossier. Ce n'était pas une renonciation de consultant standard. Je lisais des documents juridiques pour gagner ma vie. Je traitais avec des requins en costume tous les jours. Ce n'était pas une renonciation. C'était un vol. Le document était intitulé « Cession confirmative de propriété intellectuelle ». La clause 4.7 attira immédiatement mon attention. Elle stipulait que moi, la sous-signée, cédait par la présente tous les droits, brevets et dérivés futurs du protocole de chiffrement Sentinelle à la société de Bastien, irrévocablement et à perpétuité, pour la somme de 1 €. Mon sang se glaça. Le protocole Sentinelle n'était pas juste un bout de code que j'avais écrit un week-end. C'était le fondement de ma propre entreprise, Aegis. J'avais laissé Bastien en utiliser une version allégée parce qu'il était mon frère et qu'il était désespéré. Mais je ne lui avais jamais donné la propriété. Si je signais ça, je ne lui donnerais pas seulement un module. Je lui remettrais les clés de l'œuvre de toute ma vie. Je lui donnerais le brevet qui faisait que ma société valait des milliards. Ceci c'est de la propriété, Bastien, dis-je, en gardant ma voix stable. Ce n'est pas une renonciation. Ça dit que tu possèdes le code que j'ai écrit. Et alors, lança Bastien, son masque de gentil garçon glissant. Ça fait partie de ma plateforme. J'ai bâti l'entreprise. J'ai fait les réunions de présentation. Tu as juste tapé quelques lignes sur un écran. Tu ne l'utilises même pas. Si, je l'utilise, dis-je. Même si je ne l'utilisais pas, il est à moi. Tu me demandes de céder une propriété intellectuelle qui vaut une fortune pour 1 €. Oh mon Dieu,
Ça recommence, gémit Tiffany en laissant tomber sa cuillère. Tout doit être une transaction avec toi. Tu ne peux pas juste soutenir ta famille pour une fois. Soutenir? Je la regardais, puis la bouteille de vin à 200 €, puis les murs de la maison dont je payais le crédit immobilier. Je soutiens cette famille chaque jour. Tu paies quelques factures, Solène. La belle affaire, ricana Bastien. Je suis sur le point de rapporter 90 millions d'euros. Du vrai argent, de la richesse. Pas les miettes que tu gagnes en réparant des serveurs. Mais je ne peux pas conclure l'affaire si tu ne signes pas ce papier. L'investisseur principal a insisté dessus parce qu'ils ont trouvé ta signature numérique dans les métadonnées. Alors dis-leur que tu l'as volé, dis-je calmement. Dis-leur que tu n'as pas écrit le produit de base. Papa frappa sa main sur la table, faisant sauter l'argenterie. Ça suffit, Solène. Arrête d'essayer de saboter ton frère. Il a travaillé dur pour ça. Il n'a travaillé pour rien de tout ça, papa, argumentai-je, ma voix s'élevant pour la première fois. Il a pris mon code. Il prend tes louanges. Et maintenant il veut prendre mes droits légaux. Je ne signerai pas. Je fermai le dossier et le repoussai vers lui. Le silence qui suivit fut absolu. Bastien fixa le dossier, son visage virant à un rouge sombre et laid. Il regarda Tiffany, qui me foudroyait du regard avec un venin pur. Puis il me regarda, les yeux exorbités. « Tu ne signeras pas, murmura-t-il. »« Non, dis-je. » Bastien se leva si vite que sa chaise bascula en arrière et s'écrasa sur le parquet. Il se pencha sur la table, pointant un doigt tremblant vers mon visage. « Écoute-moi bien, petite peste égoïste, hurla Bastien, de la salive volant de sa bouche. C'est ma chance. C'est l'avenir de la famille. Tu vas signer ce papier tout de suite. Ou je te jure que... » « Ou quoi, Bastien, demandai-je, le regardant droit dans les yeux. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il regarda autour de lui, frénétiquement, cherchant une arme, une menace, n'importe quoi. Puis il revint à la seule dynamique de pouvoir qu'il comprenait. Celle de notre enfance. « Tu es consigné, beugla-t-il. Tu es consigné jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta belle-sœur et que tu signes ce papier. Tu ne quittes pas cette maison. Tu ne vas nulle part. Tu resteras dans ta chambre à réfléchir à ton égoïsme jusqu'à ce que tu sois prête à faire ce qu'il faut. » Je le fixai. J'avais 27 ans. J'étais la PDG d'une société multinationale. Je possédais des biens immobiliers dans 3 pays. Et mon frère de 31 ans me consignait. J'attendis que mes parents interviennent. J'attendis que papa dise à Bastien de s'asseoir et d'arrêter d'être ridicule. J'attendis que maman dise qu'on ne peut pas consigner une femme adulte qui paie pour le toit sous lequel vous vivez. Au lieu de cela, papa se mit à rire. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était un rire moqueur. « Tu as entendu ton frère, Solène, dit papa en essuyant une larme de son œil. Va dans ta chambre. Peut-être qu'une petite punition t'apprendra le respect. Tu as pris la grosse tête ces derniers temps. » Maman acquiesça, prenant une gorgée de vin. Signe juste le papier, chérie. Ne gâche pas le week-end. Fais ce qu'on te dit. Tiffany sourit narquoisement, reprenant sa cuillère. Peut-être qu'on devrait lui confisquer son téléphone aussi, Bastien. Comme on fait avec les enfants. Ce fut le moment. La seconde exacte où le câble cassa. Pendant 8 ans, je m'étais convaincu qu'ils étaient juste mauvais avec l'argent, qu'ils étaient impuissants, qu'ils avaient besoin de moi. Je pensais que j'étais la sauveuse. Mais en regardant leur visage, le mépris dans les yeux de Bastien, l'amusement dans ceux de papa, l'indifférence dans ceux de maman, je réalisais que je n'étais pas la sauveuse. J'étais la servante. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient le style de vie que je leur fournissais, mais ils méprisaient le fait que cela vienne de moi. Ils avaient besoin de m'humilier pour se sentir mieux en prenant mon argent. Me consigner n'était pas une punition. C'était une réaffirmation de leur domination. Ils voulaient me rappeler que peu importe combien je payais, j'étais toujours l'enfant et ils étaient les maîtres. Mon visage brûlait, non pas de honte, mais d'une rage froide et lucide. Le brouillard dans mon cerveau se dissipa. Je vis la pièce pour ce qu'elle était, une scène de théâtre pour une pièce dans laquelle je ne voulais plus jouer. Je ne criais pas en retour. Je ne pleurais pas.
Je n'énumérais pas les milliers d'euros que j'avais virés sur leur compte ce mois-là. Je me levai simplement. D'accord, dis-je doucement. Bastien cligna des yeux, confus par ma reddition soudaine. D'accord quoi? D'accord, répétai-je. Je vais dans ma chambre. Papa rit à nouveau. Tu vois, elle a juste besoin d'une main de fer. Bon travail, fiston. Et le papier, exigea Bastien en tapotant le dossier. J'y réfléchirai, mentis-je. J'ai besoin de me calmer d'abord. Tu as jusqu'à demain matin, menaça Bastien en redressant sa chaise. Si cette signature n'est pas là au petit déjeuner, je coupe le Wi-Fi. On verra comment tu feras ton petit boulot d'informaticienne sans Internet. L'ironie était si tranchante qu'elle faillit me couper. Il allait couper l'Internet que je payais pour m'empêcher de faire le travail qui payait pour l'Internet. Compris, dis-je. Je me tournai et sortis de la salle à manger. Je les entendis parler alors que je montais les escaliers. Elle va plier, dit Tiffany. Elle plie toujours. Elle est désespérée qu'on l'aime. Je sais, répondit Bastien, la bouche pleine de canards. Elle est faible. J'atteignis le haut des escaliers et marchai dans le couloir jusqu'à ma chambre. C'était la plus petite pièce de la maison, l'ancienne chambre d'enfant. Je fermai la porte et la verrouillai. Je n'allumai pas la lumière. Je ne me jetai pas sur le lit en pleurant. Je marchai droit vers mon placard. Je ne sortis pas une valise. Je sortis ma sacoche de serveur sécurisée. Je ne mettais pas de vêtements. Je pouvais acheter des vêtements. Je mettais ma vie. Je pris mes disques durs chiffrés, mes clés de sécurité physique, et le dossier contenant mon acte de naissance et mon passeport. Je pris la photo encadrée de ma grand-mère, la seule personne de cette famille qui m'ait jamais vraiment aimé, et l'enveloppai dans un t-shirt. Je vérifiai ma montre. Il était 20h45. Je m'assis à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable. Ce n'était pas le Dell encombrant fourni par l'entreprise qu'il pensait que j'utilisais. C'était une machine sur mesure d'une valeur de 5 000 € avec des capacités de liaison satellite. Je me connectai au portail bancaire de la famille. Vous voulez me consigner, murmurai-je à la pièce vide. Très bien. Voyons comment vous volerez sans elle. Je travaillai en silence pendant 3 heures. La maison devint silencieuse vers 23 heures. J'entendis Bastien et Tiffany entrer dans la suite parentale, celle que j'avais rénovée pour mes parents, que Bastien s'était appropriée l'année dernière. J'entendis papa ronfler depuis la chambre d'amis. À 1h47 du matin, j'étais prête. Sur mon écran se trouvait un tableau de bord que j'avais construit des années auparavant pour gérer le Family Office, comme je l'appelais en plaisantant. Il était connecté à chaque paiement automatisé, chaque carte de crédit, chaque compte de service public et chaque abonnement lié au nom de la famille Henry. Je passai ma souris sur le bouton Auto résilier. Une petite partie de moi hésita. La voix de la petite fille qui voulait juste que son papa soit fier d'elle murmura, « Si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils te détesteront pour toujours. » Puis je me souvins des rires. Je me souvins de papa ricanant pendant que Bastien me criait dessus. Je me souvins du sourire narquois de Tiffany. « Ils te détestent déjà, » répondit la voix adulte dans ma tête. « Ils aiment juste ton utilité. » Je cliquai sur la souris. L'écran clignota en rouge, puis en vert. Commande exécutée. Un par un, les voyants de statut sur le tableau de bord passèrent de d'actif à annulé ou suspendu. La carte American Express Platinum, annulée. Le prélèvement automatique du crédit immobilier, arrêté. Les paiements de leasing pour le Range Rover de Tiffany et la Mercedes de papa, révoqués. L'adhésion au club de golf et de tennis, résiliée. L'électricité, l'eau, le gaz et l'Internet par fibre optique, programmés pour une déconnexion à la fin du cycle de facturation, qui, par chance, était lundi. Je fermai l'ordinateur portable et le glissai dans mon sac. Je jetai un dernier regard à la pièce. Je laissai l'armoire pleine de vêtements. Je laissai les livres sur l'étagère. Je laissai le lit parfaitement fait. Je voulais qu'il voie à quel point peu de moi était réellement ici. Je déverrouillai la porte de la chambre et me glissai dans le couloir. Les lattes du plancher grincèrent, mais personne ne bougea. Le vin avait fait son effet. Je descendis le grand escalier, ma main traînant sur la rampe que j'avais fait rénover 2 ans plus tôt.
Dans la cuisine, le lave-vaisselle bourdonnait, un autre appareil que j'avais acheté. Je posais ma clé de la maison sur l'îlot en marbre juste à côté de la corbeille de fruits. Je n'écrivis pas de mots. Les mots sont pour les gens qui veulent être retrouvés ou qui veulent avoir le dernier mot. Je n'avais pas besoin du dernier mot. Mon absence serait assez bruyante. Je sortis par la porte de derrière dans l'air nocturne humide. Les grillons chantaient, un chœur assourdissant dans le silence du jardin. Ma voiture était garée dans l'allée, cachée derrière l'énorme SUV blanc de Tiffany. Ma voiture était une Peugeot 208 de 2012 avec une bosse sur le pare-choc arrière et une peinture délavée. C'était la seule chose que je possédais qu'ils n'avaient pas essayé d'améliorer parce qu'ils en avaient honte. Ils me faisaient la garer à l'arrière pour que les voisins ne la voient pas. J'aimais cette voiture. C'était la seule chose honnête dans ce code postal. Je jetai mon sac sur le siège passager et me glissai derrière le volant. Le moteur démarra avec un ronronnement fiable. Je n'allumai les phares qu'une fois dans la rue. Je traversai Neuilly endormi, dépassant les hôtels particuliers et les grands arbres. Je passai devant la voiture de patrouille de sécurité, un service que je payais aussi, et fis un petit signe de la main. Je n'allais pas loin. Ma vraie maison, mon Pantouse dans le quartier du Marais, n'était qu'à 12 minutes. Mais alors que je m'engageais sur le périphérique, franchissant la ligne invisible entre leur monde et le mien, je sentis un poids physique se soulever de mes épaules. Je n'étais pas consigné. Je décollais. Pour comprendre pourquoi je suis resté pendant 8 ans, il faut comprendre la peur. C'était en 2017. J'avais 19 ans, étudiante en 2e année d'informatique avec une bourse partielle. Je suis rentré à la maison pour les vacances de Pâques pour trouver la maison sombre. Pas seulement les lumières éteintes, mais une sensation de vide. J'ai trouvé papa dans la cuisine, assis dans le noir, buvant du whisky bon marché. Il pleurait. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. C'était un homme d'acier, un bâtisseur, un pourvoyeur. Le voir briser comme ça a fait voler mon monde en éclats. Tout est parti, Solène avait-il étranglé. Tout, l'entreprise, les comptes, les lignes de crédit. La banque a rappelé les prêts. Ils viennent pour la maison la semaine prochaine. La crise financière avait frappé la France tardivement mais durement. L'entreprise de fourniture de construction de papa était endettée jusqu'au cou. Il empruntait à Pierre pour payer Paul depuis des années, maintenant les apparences, espérant que le marché se redresserait. Il ne s'est pas redressé. Je me souviens de la panique qui m'a saisi. Cette maison était notre identité. Être à Henri signifiait vivre à Neuilly. Si nous perdions ça, qui étions-nous? Ne t'inquiète pas, papa, avais-je dit en serrant ses épaules tremblantes. On va trouver une solution. Il n'y a rien à trouver, sanglota-t-il. Il me faut 6 000 € juste pour arrêter la procédure de saisie immobilière. Je n'ai même pas 600. Je suis retourné à ma chambre d'étudiante ce soir-là et j'ai fixé l'écran de mon ordinateur. Je n'étais pas qu'une simple étudiante. J'étais talentueuse, voire dangereuse. Je fouinais aux frontières d'Internet depuis l'âge de 12 ans. Je connaissais les programmes de bug bounty, où les grandes entreprises technologiques paient des hackers pour trouver des vulnérabilités dans leur système. J'en avais trouvé quelques-unes auparavant, mais je ne les avais jamais soumises par peur d'avoir des ennuis. Cette nuit-là, la peur de la banque l'emporta sur la peur des géants de la technologie. J'ai passé 48 heures d'affilée à scanner le code d'une grande plateforme de médias sociaux. Mes yeux brûlaient, mes doigts étaient crispés, mais je l'ai trouvé. Une vulnérabilité critique dans leur couche de protection des données utilisateurs, une porte dérobée qui aurait pu divulguer des millions de comptes. J'ai rédigé le rapport, anonymisé mon identité sous le pseudonyme Chevalier Blanc, et je l'ai soumis. 3 jours plus tard, j'ai eu une réponse. Ils ont vérifié le bug. La récompense était de 15 000 €. J'ai immédiatement viré 6 000 € sur le compte de papa. Je lui ai dit que je l'avais économisé de mon job étudiant et de quelques cours particuliers. C'était un mensonge ridicule. Personne ne gagne autant d'argent en donnant des cours. Mais il n'a pas posé de questions. Il ne voulait pas savoir. Il voulait juste l'argent. C'est un miracle, avait-il dit en s'essuyant les yeux. Tu es une bonne fille, Solène. Cette louange était la drogue. J'étais accro. Une fois que j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. Les 15 000 € ont résolu la crise immédiate,
mais le trou dans les finances familiales était un puissant fond. Le crédit immobilier était de 4 800 € par mois. Les factures de services publics étaient astronomiques. Et papa était trop fier pour prendre un travail normal. Il continuait à essayer de lancer des entreprises de conseil qui n'allaient nulle part. Alors j'ai continué à cœur. Je suis passé des sites de médias sociaux aux infrastructures bancaires. Opérant toujours dans la zone grise. Légalement ambigu, mais moralement justifiable. Je suis devenu un fantôme dans la machine. À 20 ans, je gagnais 20 000 € par mois. Je payais le crédit. Je payais les leasings des voitures. Quand le toit a dû être remplacé, 28 000 € sont apparus sur le compte de l'entrepreneur. Papa n'a jamais demandé. Maman n'a jamais demandé. Ils ont développé une cécité commode. S'ils ne demandaient pas, ils n'avaient pas à reconnaître que leur fille de 19 ans était le chef de famille. Ils pouvaient continuer à prétendre que papa était le patriarche et que j'étais juste l'enfant serviable. J'ai abandonné l'université en 3e année. Je leur ai dit que j'avais obtenu un emploi à temps plein en support informatique à distance pour une entreprise du CAC 40. C'est bien, ma chérie, avait dit maman. Est-ce qu'ils offrent une mutuelle dentaire? Elle n'a pas demandé le salaire. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais à la maison toute la journée. En réalité, j'avais créé Aegis Dynamics. Je ne trouvais plus seulement des bugs. Je construisais des boucliers. J'ai développé un algorithme propriétaire capable de prédire les cyberattaques avant qu'elles ne se produisent en utilisant l'heuristique comportementale. J'ai embauché mon premier employé, Declan, un brillant ingénieur réseau que j'ai rencontré sur un forum. Nous travaillons depuis un espace de coworking dans le quartier du Marais. Tu dois leur dire, Solène, m'a dit Declan un jour, en me regardant payer la facture de carte de crédit de mes parents. Tu es en train de bâtir un empire et ils te traitent comme une employée du service après-vente de la Fnac. Je ne peux pas, ai-je répondu. Si je leur dis que j'ai des millions, ils dépenseront des millions. S'ils pensent que j'ai un salaire décent, ils limiteront leurs dépenses. J'étais si naïve. Ils n'ont pas limité leurs dépenses. Ils ont juste attendu une excuse pour dépenser plus. Puis est arrivée Tiffany. Il y a 4 ans, Bastien l'a rencontrée dans un bar. C'était une influenceuse lifestyle avec 5000 abonnés et un goût pour le champagne avec un budget de bière. Quand elle a vu notre maison, elle a vu une toile de fond pour son contenu. Elle a vu une mine d'or. 6 mois plus tard, ils étaient fiancés. Tiffany voulait un mariage à l'étranger, en Jamaïque. Coût, 90 000 €. On ne peut pas se le permettre, m'avait murmuré papa dans la cuisine. Mais on ne peut pas dire non. Ce serait humiliant. J'ai payé. Je leur ai dit que j'avais eu une prime de performance au travail. La petite sœur qui assure encore avait souri Bastien en me tapant dans le dos. Il n'a pas dit merci. Il a juste pris ça comme son dû. Après le mariage, ça a empiré. Tiffany avait besoin d'une nouvelle voiture parce que l'ancienne berline ne correspondait pas à sa marque. J'ai acheté le Range Rover. Puis sont venues les vacances, les cotisations du club, les sacs à main de créateurs. Je les regardais poster des photos de ces choses, les taguant bénis travée l'acharnée richesse familiale. Je sentais un malaise grandir dans mon estomac. Je n'achetais plus leur sécurité. Je finançais leur illusion. Je payais pour qu'ils m'aiment, mais plus je payais, moins ils me respectaient. Je suis devenu un service public. On ne remercie pas son grille-pain de faire du pain grillé. On s'attend juste à ce qu'il fonctionne. Et quand il ne fonctionne pas, on le frappe. Nous revenons tout de suite avec la suite de l'histoire. Si vous appréciez ce drame, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous en me disant de quelle ville vous écoutez. Chaque commentaire aide cette histoire à toucher plus de gens. Merci beaucoup. Pendant que ma famille s'amusait à faire semblant à Neuilly-sur-Seine, je construisais un titan dans le monde réel. Aegis Dynamics était passé d'une opération de 2 personnes à un leader mondial de la cybersécurité. Nous occupions les 3 derniers étages de la plus haute tour de la Défense. J'avais 150 employés, des contrats avec le ministère des Armées, et une valorisation qui approchait le statut de licorne, 1 milliard d'euros. Ma vie était une étude de la schizophrénie. À 8 heures du matin, je conduisais ma Peugeot 208 cabossée jusqu'à un parking à 3 rue de mon bureau.
Je me garais au niveau inférieur, mettais une paire de lunettes de soleil surdimensionnées et marchais jusqu'à mon immeuble. Je prenais l'ascenseur privé jusqu'à la suite du dernier étage. Là, j'étais Mademoiselle Henry. Je commandais des salles pleines de cadres chevronnés. Je prenais des décisions qui faisaient bouger les marchés boursiers. Mon avocat, Maître Sterling, un homme qui terrifiait la plupart des juges, prenait des notes quand je parlais. L'offre d'acquisition d'Oracle est tentante, m'avait dit Maître Sterling la semaine dernière. Mais vous valez plus, Solène. Votre propriété intellectuelle est la référence. Je sais, avais-je répondu en signant un document autorisant une expansion de RD de 5 millions d'euros. Nous tenons. À 18 h, j'inversais la transformation. J'enlevais le blazer, mettais le sweat à capuche, ramenais la 208 à Neuilly, et entrais dans une maison où j'étais traité comme une enfant simplette. Solène, le Wi-Fi est lent à nouveau, se plaignait Tiffany sans lever les yeux. As-tu oublié de payer la facture? Je vais vérifier le routeur, disais-je, soumise et silencieuse. Declan, mon associé, pensait que j'étais folle. Pourquoi fais-tu ça? Me demandait-il constamment. Tu pourrais acheter cette maison 10 fois. Tu pourrais les mettre dehors. Pourquoi les laisses-tu te traiter comme la bonne? Parce que c'est la seule maison que j'ai, avouai-je. Et s'ils savaient la vérité, ils ne m'aimeraient pas. Ils aimeraient juste l'argent. Au moins maintenant, je sais exactement où j'en suis. Mais j'avais tort. Je ne savais pas où j'en étais. Je pensais que j'étais toléré. Je ne réalisais pas que j'étais ciblé. La trahison a commencé il y a 1 an, déguisée en complicité fraternelle. Bastien avait été licencié de son 3e emploi de commercial. Il est venu me voir, humble pour une fois. Solène, dit-il, assis au bord de mon lit. J'ai une idée. La cybersécurité, c'est porteur en ce moment. Je veux créer une entreprise, mais je ne connais pas la technologie. Peux-tu m'apprendre? J'étais touché. Pour la première fois depuis une éternité, mon grand frère demandait mon expertise, pas mon portefeuille. J'ai passé 3 week-ends avec lui. J'ai expliqué les bases de l'architecture de pare-feu. Il hochait la tête, prenait des notes et semblait vraiment intéressé. J'ai besoin d'une démo, dit-il finalement. Quelque chose à montrer aux investisseurs. Juste une preuve de concept. J'aurais dû dire non, mais je voulais qu'il réussisse. Je voulais qu'il ait son propre truc pour qu'il arrête de me sucer le sang. Alors j'ai écrit un module. C'était une version simplifiée du protocole Sentinel, le moteur principal d'Aegis. J'ai retiré les fonctionnalités d'entreprise, mais le noyau était toujours mon code propriétaire. Tiens, dis-je en lui tendant la clé USB. Ça leur montrera comment fonctionne la filtration de paquets. Mais Bastien, c'est juste pour la démo. Tu ne peux pas vendre ça. C'est ma propriété intellectuelle. Bien sûr, promis-il. Juste pour la frime. Il a menti. Il a pris ce code, a engagé un développeur freelance bon marché pour y coller un tableau de bord flashy, et l'a appelé le système Ironclad. Il a créé une société. Il a commencé à démarcher des capital risqueurs. Il n'a pas construit un produit. Il a construit une façade sur mes fondations. Je n'ai su qu'il le vendait qu'il y a 3 semaines. C'est là que Declan est entré dans mon bureau, le visage pâle. Tu dois voir ça, dit Declan en posant un épais document sur mon bureau en verre. C'était un rapport de due diligence confidentielle d'une société de capital risque de San Francisco. Declan avait un ami là-bas qui le lui avait fuité parce que la technologie semblait étrangement familière. J'ai parcouru les pages. C'était là. Le pitch de l'entreprise de Bastien. Il prétendait avoir inventé une couche de chiffrement innovante basée sur l'IA. Je suis allé à la page 47 de l'analyse technique. L'équipe technique du capital risqueur avait analysé le dépôt de code fourni par Bastien. Avertissement, le noyau central contient des signatures cryptographiques correspondant à l'architecture Sentinel associée à Aegis Dynamics. La propriété n'est pas claire. Action recommandée, obtenir une cession complète de la propriété intellectuelle et une renonciation de l'auteur original avant le financement. Mon cœur s'arrêta. Bastien n'utilisait pas seulement mon code pour une démo. Il le vendait. Il levait 90 millions d'euros sur la base de mon invention et il avait prétendu l'avoir écrite. Les investisseurs n'étaient pas stupides. Ils avaient vu les empreintes numériques.
Ils savaient que Bastien ne l'avait pas écrit. C'est pourquoi ils exigeaient la signature. Ils devaient nettoyer la scène du crime avant de signer le chèque. Il essaie de voler l'entreprise, Solène, dit Declan doucement. Si tu signes une renonciation, il pourrait théoriquement nous poursuivre pour l'utilisation du code que tu as écrit. Il pourrait détruire Aegis. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. La trahison était si complète, si absolue, qu'elle était à couper le souffle. Il ne demandait pas seulement de l'argent cette fois. Il me demandait de me trancher la gorge pour qu'il puisse porter mon sang comme une écharpe. Appelle maître Sterling, dis-je à Declan. Nous devons nous préparer. Pendant les 3 dernières semaines, j'avais attendu. Je savais que la demande viendrait. Je savais qu'il essaierait de me faire signer quelque chose. Je ne savais juste pas qu'il le ferait autour d'un dîner de canard avec mes parents l'encourageant. Et je ne m'attendais certainement pas à ce qu'il me consigne pour avoir refusé. Le récit suivant provient des dépositions légales et des journaux de sécurité recueillis après l'événement. Le samedi matin chez les Henry commençait habituellement à 10 heures. Mais ce samedi-là, Bastien était debout à 8 heures. Il était furieux. Le Wi-Fi fonctionnait toujours. Je ne l'avais pas encore coupé. Je voulais que le timing soit parfait, mais il n'avait pas reçu l'email de notification confirmant que j'avais signé le document. Il monta les escaliers en trombe jusqu'à ma chambre. Il donna un coup de pied dans la porte. Solène, ouvre. Je ne joue pas. Il donna un autre coup de pied plus fort, fissurant le cadre. Comme il n'y avait pas de réponse, il défonça la porte d'un coup d'épaule, faisant irruption dans la pièce. Il s'attendait à me trouver en pleurs dans mon lit ou peut-être en train de bouder devant mon ordinateur. Au lieu de cela, il trouva le vide. La pièce était impeccable. Le lit était défait. La porte du placard était ouverte, révélant des cintres vides. Le bureau était nu. Pas d'ordinateur, pas de disque dur, pas de papier. Qu'est-ce que, marmonna Bastien. Il descendit en courant. Maman, papa. Elle est partie. Ils étaient dans la cuisine. Maman préparait du café. Qui est parti? Solène. Elle est probablement allée faire des courses. Elle va revenir. Ses affaires ont disparu, maman, son ordinateur, ses vêtements. Avant qu'il ne puisse digérer cela, on sonna à la porte. Ce n'était pas un ami. C'était maître Sterling. Maître Sterling mesure 1,90 m. Il porte des costumes qui coûtent plus cher que la voiture de Bastien. Il ne sourit pas. Papa ouvrit la porte. Puis-je vous aider? Henri, demanda maître Sterling, sa voix comme du gravier. Je suis maître Sterling, représentant mademoiselle Solène Henry. La représenter? Papa rit nerveusement. Elle a des ennuis? Elle a eu une amende pour excès de vitesse? Maître Sterling entra dans le vestibule sans y être invité. Il ouvrit sa mallette et sortit une pile de papier. Mademoiselle Henry a engagé mon cabinet pour gérer la séparation de ses actifs de ce foyer. Avec effet immédiat. Bastien arriva en courant dans le hall. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-elle? Dites-lui de ramener ses fesses à la maison et de signer les papiers. Maître Sterling se tourna vers Bastien. Il le regarda comme s'il était une tache sur le tapis. Monsieur Bastien Henry, dit maître Sterling, j'ai ici une ordonnance de cessation et d'abstention concernant l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle d'Aegis Dynamics. Nous avons également notifié à vos investisseurs potentiels que le code Ironclad est une propriété volée. La levée de fonds est morte. Si vous tentez d'utiliser, de vendre ou de modifier ce code à nouveau, nous engagerons des poursuites fédérales pour espionnage industriel. Bastien devint blanc. Quoi? Aegis Dynamics? C'est une entreprise qui vaut 1 milliard. Solène travaille dans le support informatique. Solène et Aegis Dynamics, corrigea froidement maître Sterling. Elle en est la fondatrice et l'actionnaire majoritaire. Et vous, monsieur, vous avez de gros ennuis. La prise de conscience ne les frappa pas tous en même temps. Elle vint par vagues d'horreur. Fondatrice, murmura maman. Mais elle conduit une Peugeot. Elle préfère la discrétion, dit maître Sterling. Une discrétion dont elle n'a plus besoin. Il tendit une autre enveloppe à papa.
Ceci est un avis de cessation immédiate de tout soutien financier volontaire. À 3 heures ce matin, Mademoiselle Henry a cessé tous les paiements liés à cette propriété et à ses habitants. Elle ne peut pas faire ça, hurla Tiffany depuis les escaliers. Nous avons des factures. Le crédit est dû le premier. Alors je vous suggère de trouver un moyen de le payer 10 mètres sterling. Bonne journée. Il sortit. La vraie panique s'installa le lundi matin. À 9 heures, les lumières de la maison s'éteignirent. La climatisation gémit et mourut. Le silence fut soudain et oppressant. Vérifie le disjoncteur, cria papa. Bastien vérifia son téléphone pour appeler la compagnie d'électricité. Je n'ai pas de réseau, dit-il en tapotant l'écran. Mes données sont coupées. Les miennes aussi, pleura Tiffany. Ils se rassemblèrent dans le salon, transpirant dans la chaleur montante. Papa essaya d'utiliser le téléphone fixe. Pas de tonalité. J'avais parfaitement synchronisé. Le forfait familial pour les téléphones portables était à mon nom. J'avais déclaré les appareils perdus et annulé les lignes. Le compte d'électricité était à mon nom. J'avais ordonné une déconnexion. Bastien se rendit en voiture dans un café pour avoir le Wi-Fi. Il essaya de se connecter au compte bancaire pour payer la facture d'électricité. Accès refusé. Il essaya les cartes de crédit. Carte annulée. Il appela la banque. On lui dit que, comme la titulaire principale du compte, moi, avait retiré son autorisation, les comptes joints étaient gelés en attendant un audit, et comme les cartes de crédit étaient des cartes supplémentaires sur mon compte, elles étaient nulles. Il n'avait aucun accès à l'argent liquide. Il n'avait aucun crédit et il n'avait aucun revenu. J'étais assise dans mon bureau à regarder les journaux sur mon écran. Je voyais les tentatives de connexion échouer. Je voyais les pings désespérés. C'est fait, dis-je à Declan. Comment te sens-tu, demanda-t-il. Comme si je pouvais enfin respirer, dis-je. Le mercredi fut le jour où le quartier l'apprit officiellement. À Neuilly, l'apparence est tout. Une dépanneuse est un scandale. 2 dépanneuses est une tragédie. 3 est une comédie. J'en ai envoyé 3. Comme les leasings des véhicules étaient à mon nom et que j'avais manqué au paiement en les annulant, j'ai volontairement appelé la société de leasing et leur ai dit de venir récupérer leurs biens. À midi, un camion plateau recula dans l'allée. Tiffany sortit de la maison en hurlant. « Qu'est-ce que vous faites ? Laissez mon Range Rover. » Les papiers dits saisis, madame, dit le chauffeur en accrochant les chaînes. Vous ne pouvez pas le prendre. Mon sac à main est dedans. Vous pouvez le récupérer, mais la voiture part. Alors qu'elle sanglotait sur la pelouse, serrant son sac Louis Vuitton, un deuxième camion arriva pour la Mercedes de papa. Les voisins regardaient à travers leurs rideaux. Certains se tenaient audacieusement sur leur perron, regardant le spectacle. Madame Higgins, la voisine, le filmait même sur son iPad. Bastien essaya de bloquer l'allée avec son corps. C'est une erreur. Ma sœur paie pour ça. Appelez Solène Henry. Nous l'avons fait, dit le chauffeur. Elle a autorisé l'enlèvement. C'était le coup de poignard. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Mais le pire coup vint pour Bastien personnellement. Ses investisseurs, ayant reçu la lettre de Maître Sterling, ne se sont pas contentés de retirer le financement. Ils ont exigé un audit de l'argent d'amorçage qu'il lui avait déjà donné, de l'argent qu'il avait dépensé en marketing, c'est-à-dire en dîner et en voyage. Ils menaçaient de le poursuivre pour fraude. Il s'assit sur les marches du perron, regardant les voitures s'éloigner, la tête dans les mains. Il était ruiné. Sa réputation dans le milieu des startups s'était incinérée. Il n'était plus le prodige. Il était le voleur qui s'était fait prendre. Je n'ai rien regardé de tout ça. Je n'avais pas besoin de le voir. Maître Sterling me tenait au courant par SMS. Maître Sterling, actif sécurisé. Véhicule en transit. Procédure de saisie immobilière initiée par la banque en raison de clause de défaut croisée. Solène, merci, maître. Le jeudi, mon silence les rendait fous. J'avais un téléphone prépayé que j'utilisais pour les urgences familiales. Je l'ai allumé pendant 10 minutes juste pour voir, 37 messages vocaux. 112 SMS. J'ai écouté le premier. C'était papa.
Solène, ma chérie, s'il te plaît. Ça a été trop loin. Nous sommes dans le noir. La nourriture dans le frigo est en train de pourrir. Appelle-moi. Le suivant était de Bastien. Tu te crois maline? Tu vas aller en prison pour ça. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Je vais te poursuivre en justice. Puis Tiffany. Solène, je suis désolé pour le commentaire sur la robe. Vraiment. On peut juste parler? Je dois aller à un rendez-vous et je n'ai pas de voiture. Puis maman. Solène, les voisins parlent. C'est si embarrassant. S'il te plaît, paie juste la facture d'électricité. On pourra discuter du contrat plus tard. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que c'était une négociation. Il pensait que j'attendais des excuses pour pouvoir ouvrir le robinet. Il ne comprenait pas que le robinet était cassé. Les tuyaux étaient arrachés. Le puits était empoisonné. Je n'ai pas répondu. J'ai de nouveau bloqué les numéros. J'ai passé cette soirée dans mon pantouse. J'ai cuisiné un simple dîner de pâtes. J'ai bu un verre de vin qui coûtait 20 €, et il était meilleur que la bouteille à 200 € que papa buvait. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne m'inquiétais pas de leur crise. Je ne calculais pas si j'avais assez de liquidités pour couvrir la dette de jeu de Bastien ou la virée shopping de Tiffany. J'étais seul, et c'était glorieux. La fin est arrivée 30 jours plus tard. Parce que j'avais déclenché un événement de défaut sur le crédit immobilier et parce que la maison était techniquement en hypothèque négative à cause d'un deuxième crédit que papa avait pris en secret et que je payais. La banque a agi rapidement. Maître Sterling a expliqué qu'avec la clause d'exigibilité anticipée, la totalité du solde était due immédiatement. Évidemment, il n'avait pas 2 millions d'euros. L'avis d'expulsion a été signifié. Je ne suis pas allé les voir déménager. Mais Maître Sterling y est allé pour s'assurer qu'il n'emportait rien qui appartenait à la succession ou des objets que j'avais personnellement achetés et dont j'avais conservé les reçus, ce qui représentait presque tout. Selon Maître Sterling, c'était une scène pathétique. Il ne pouvait pas se payer des déménageurs professionnels. Bastien et papa transportaient des cartons dans un camion de location. Tiffany était assise dans la cabine du camion, refusant d'aider, pleurant derrière des lunettes de soleil. Papa a essayé de prendre la grande peinture à l'huile du vestibule, une antiquité que j'avais achetée aux enchères pour 15 000 €. Ça reste, lui dit Maître Sterling. Ça a été dans la famille depuis, commença à mentir papa. Reçu daté d'août 2021. Payé par Solène Henry, lut Maître Sterling sur son presse-papier. Remettez-le. Papa ça fait ça. Il reposa le tableau. Il regarda le couloir vide. Où est-elle? Demanda-t-il à Maître Sterling. Est-ce qu'elle s'en soucie? Elle s'en est souciée pendant 8 ans, Monsieur Henry, répondit Maître Sterling. Vous lui avez donné toutes les raisons d'arrêter. Ils ont laissé la clé sous le paillasson, exactement là où j'avais laissé la mienne. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit. Paris est un petit village à bien des égards. Les nouvelles vont vite. La famille Henry de Neuilly n'existe plus. Papa et maman vivent dans un 2 pièces près de l'aéroport d'Orly. C'est une route bruyante et fréquentée. Papa a trouvé un travail d'employé à l'accueil dans un grand magasin de bricolage. C'est le SMIC. Il est debout toute la journée. Maman fait des ménages. L'ironie n'échappe à personne. Elle nettoie pour certaines des femmes avec qui elle jouait au bridge. J'entends dire qu'elle leur raconte qu'elle fait ça pour rester active, mais tout le monde connaît la vérité. Bastien et Tiffany n'ont pas tenu. Au moment où l'argent s'est évaporé, leur amour aussi. Tiffany a demandé le divorce 2 semaines après l'expulsion. Elle est retournée vivre chez ses parents en Normandie. Bastien est en mauvaise posture. L'investisseur l'a poursuivi pour fraude. Il a évité la prison en plaidant non coupable, mais il a maintenant un casier judiciaire et une énorme dette de dédommagement. Il travaille dans une station de lavage. Quant à moi, je conduis toujours ma Peugeot 208, mais maintenant je la conduis vers une maison qui est vraiment la mienne. Je ne leur ai pas parlé. Pas un seul mot. J'ai vu maman une fois la semaine dernière. J'étais à l'épicerie, une épicerie normale, pas le marché bio haut de gamme où elle m'obligeait à faire les courses. J'achetais des pommes. J'ai tourné au coin de l'allée et elle était là. Elle avait l'air plus âgée. Ses cheveux n'étaient plus teints.
Le gris se voyait. Elle portait un t-shirt délavé. Elle m'a vu. Elle s'est figée. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait crier ou se détourner. Au lieu de cela, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a fait un pas vers moi. Solène, souffla-t-elle. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé. Tu nous manques, dit-elle. Nous avons du mal, ma chérie. Le dos de papa lui fait mal. Bastien, c'est dur. Elle attendait que je propose. Elle attendait que je sorte le chéquier. La vieille programmation. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je poliment. C'est tout, pleura-t-elle doucement. Nous sommes ta famille. Comment peux-tu être si froide? Tu attends et nous n'avons rien. Nous avons perdu nos vies, Solène. Je regardais cette femme qui m'avait abandonné quand mon frère m'avait consigné. Tu n'as pas perdu ta vie, maman, dis-je, ma voix stable et calme. Tu as juste perdu la mienne. Je vous ai acheté une illusion pendant 8 ans. Maintenant, vous vivez simplement la vie que vous avez réellement méritée. Je tournai mon chariot et m'éloignai. Solène, appela-t-elle derrière moi. Solène, s'il te plaît. Je continuai à marcher. Je ne me retournai pas. J'écris ceci depuis mon bureau au 48e étage. Le soleil se couche sur la Seine, transformant l'eau en or. J'ai signé un nouveau contrat aujourd'hui, un partenariat avec une entreprise de défense européenne. Il assurera la domination d'Aegis Dynamics sur le marché pour la prochaine décennie. J'ai regardé la ligne de signature. Solène Henry. Cette signature vaut des milliards et elle m'appartient. Pas à Bastien. Pas à l'héritage familial. À moi. Parfois, dans le silence de la nuit, je me demande si j'ai été trop dur. Je me demande si j'aurais dû simplement refuser de signer et en rester là. Avais-je besoin de tout brûler? Puis je me souviens du dossier glissant sur la table. Je me souviens des rires. Je me souviens de la sensation d'être petite dans une pièce pleine de gens qui étaient censés me faire sentir grande. Ils voulaient que je sois consigné. Très bien, je suis bien ancré. Je suis ancré dans la réalité. Je suis ancré dans ma propre valeur et je ne laisserai plus jamais personne prendre son envol à mes dépens. En regardant les ruines de ce qui était autrefois ma famille, je me demande parfois, ai-je été trop dur? Méritait-il de perdre absolument tout à cause d'un contrat? Ou est-ce que j'attendais juste une excuse pour enfin couper le cordon? Dites-le moi.